Mais pourquoi donc vous aviez souhaité, dans ces années-là, mettre en scène les femmes savantes? À chaque fois que l'on choisit un texte, on pense le choisir pour des raisons objectives et en fait, plus le travail avance et plus on se rend compte que ce sont d'autres raisons qui étaient enfouies et qui apparaissent au fur et à mesure qu'on travaille. Donc objectivement, c'était en effet, travailler sur un texte que l'on accusait d'être misogyne et que moi j'entendais au contraire comme un texte qui ne faisait que pointer les impasses dans lesquelles les femmes à différents âges se retrouvaient. Donc peut-être une espèce d'esprit de contradiction et d'agacement d'entendre toujours ce résumé un peu sommaire de cette pièce de Molière qui est voilà, qui est un chef-d'œuvre d'ambivalence. On en parlera, je pense, beaucoup d'ambivalence. Et donc voilà, c'est cette espèce d'énervement à simplement pour faire entendre quelque chose qui nous paraît être au plus près de ce qu'est l'humanité que l'on sent dans une pièce. Alors ça, c'est des raisons objectives. Puis après, il y a plein de raisons qu'on ne connaît pas. Et évidemment, maintenant, comme j'ai monté pas mal de spectacles, je le sais bien et je m'attends à les découvrir. Mais alors, quelquefois, c'est jusqu'au dernier moment. Il y a des surgissements de choses très, très personnelles, des accroches extrêmement personnelles auxquelles on ne s'attendait pas du tout et qui se révèlent au fur et à mesure du travail. Déjà ce que j'appelle la préméditation, qui commence quelquefois 18 mois avant, un an avant, en travaillant sur le texte et le décor et les costumes que je fais. Pour moi, c'est une seule et même écriture, l'écriture de scène et la réflexion sur le texte et le contexte. Mais, mais c'est aussi au moment où on rencontre les acteurs et les actrices que d'autres choses surgissent parce qu'ils ont le génie justement de nous révéler à nous-mêmes, évidemment au public, mais nous-mêmes aussi, ceux qui sont sur le plateau, et notamment celui ou celle qui fait la mise en scène. Alors je fais juste une petite digression, vous voyez, ça commence bien. Je voulais saluer Irina Solano qui est dans la salle, ça me touche particulièrement. Ça me met un peu de trac aussi parce qu'Irina interprète Dorine dans le spectacle. Et pour aller vite, je sais ce que je lui dois, comme je dois à chaque comédienne et à chaque comédien, chaque soir, parce que c'est eux qui vont au front et c'est eux qui viennent défendre cette rêverie qu'on a eue, une rêverie un peu folle et qui s'est construite au fur et à mesure du temps et du travail. Mais c'est l'occasion de dire d'abord que j'aime infiniment les acteurs, ce qui n'est pas le propre de tous les metteurs en scène, et qu'en plus, j'ai pour eux une immense gratitude. Voilà. Aussi parce que je le disais, ce sont les révélateurs de causes enfouies et de raisons enfouies. Alors évidemment, on fait toujours l'intelligent ou l'intelligente quand on parle de dramaturgie, on savait tout d'avance et on savait pourquoi on montait à tel texte, etc. Eh ben non, 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 non. En fait, on cherche quelque chose, une vérité dans le texte. On cherche aussi pourquoi il faut le représenter, pourquoi il est comme ça dans un livre et pourquoi voilà, il faut le mettre en mouvement sur une scène. Mais on cherche aussi, bien sûr, en soi-même des motivations plus ou moins claires, plus ou moins douteuses et on est au moins aussi ambivalent que les personnages que l'on se met à fréquenter. Ça, c'était à la fois une question sur les femmes savantes, et puis vous avez amené la question des comédiens et des comédiennes. Donc, à la fois ce que vous saviez en faisant l'intelligente, et puis ce que vous ne saviez pas sur pourquoi les femmes savantes. Et je crois qu'on va poursuivre maintenant à proprement parler avec le Tartuffe. Et je crois que tu as une question, Estella, à poser justement. Merci Advé. Alors, tout d'abord, je suis extrêmement heureuse de partager ce moment avec ma chère Makiev, que j'estime et son travail m'a vraiment
impressionné, ça m'a touché intimement. Merci Hervé d'avoir organisé cette soirée dans le cadre de ton enseignement à l'école de la cause freudienne. Et c'est un plaisir de recevoir Masha chez nous. C'est notre école. C'est très intimidant parce que généralement, un ou une analyste, c'est vraiment 1 plus 1, une plus une. Et là, c'était ça impressionnant. Voilà. Et immédiatement, quand je venais, je marchais un petit peu là, le long du Luxembourg et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de tous les mots que je prononce? Ouh là là! Et après, je me suis dit, il faut jeter les dés. Et c'est tellement bien. On est là pour nous laisser enseigner par vous et votre expérience de l'intime. Alors, vous évoquiez les raisons qui vous ont décidé ou poussé à choisir les femmes savantes. Et j'aimerais savoir comment le Tartuffe a été quelle a été la gestation de Tartuffe. Quelle rencontre, quelle expérience, quelle sonorité, quelle vibration vous a décidé à mettre en scène cette œuvre qui est un monument français. Que c'est peut-être une des pièces qui a été les plus représentées en France. Et donc, on voit bien au cours de siècles comment la façon d'aborder les personnages, la pièce, la mise en scène change, évolue, se dialectise au fil du temps. Donc, je pense que donner vie à ces personnages de fiction, ceux de Tartuffe, les incarner comme vous le faites, vous leur donnez corps, afin de mieux faire entendre l'énonciation de Molière. Et il n'y a pas que les personnages, il y a votre mise en scène, il y a le mobilier, il y a les costumes, il y a la musique et il y a aussi les choses, ce que vous appelez les C'est choses obsessionnel. qui sont là et qui participent de ce ballet. Alors, quelle a été la gestation et pendant combien de temps vous avez porté ce Tartuffe en vous? Quand il n'y a pas vraiment d'adaptation, normalement, c'est 18 mois, c'est entre 18 mois et un an auparavant. Là, par exemple, je travaille déjà sur un Don Juan pour 2024. Hein, voilà. Précisément, oui, c'est une longue maturation aussi. Moi, je dis une préméditation parce que j'aime bien l'idée de préparer des hasards objectifs pour créer des hasards poétiques avec les acteurs. Donc, voilà. Et je prends plein de chemins pour ça. Bien sûr, le chemin du texte, de l'énoncé du texte, évidemment, de l'intelligence de ce texte, de la beauté de ce texte, parce que c'est un texte poétique, il est en prosodie, c'est magnifique cette langue-là, mais aussi des chemins plastiques. Je pense que le théâtre, pour moi, est avant tout un des arts plastiques. Et c'est la révélation de l'intelligence d'un texte aussi par cette arme-là et par cet artifice-là. Alors là, pour Tartuffe, j'ai évoqué un genre d'agacement. C'était un agacement par rapport à des. J'en ai vu pas mal de Tartuffe dans ma longue vie, mais j'ai jamais vu un Tartuffe qui m'ait vraiment satisfaite et je me suis dit waouh. Mais là vraiment, quand j'ai vu la cerisée de Strehler, je me suis dit bon, à quoi bon remonter la cerisée? Il a tout dit, l'armoire s'ouvre à la fin, les jouets d'enfants tombent, et j'ai retrouvé vraiment la Russie va s'écrouler, enfin, tout était là. Mais dans Tartuffe, non, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, la fin ne va pas, elle est complètement, elle marche pas, et surtout, les personnages féminins sont très
très écrasée, très appauvrie, un un peu aplatie comme ça. Et on demande souvent aux actrices quelque chose de très retenu et de très simplifié. Et aujourd'hui, où les thèmes qui traversent Tartuffe, comme le consentement, comme la prédation, la séduction, tant d'autres choses, on y reviendra, je pensais qu'aujourd'hui, il fallait des grandes figures féminines. Et qu'après tout, plus je fréquentais le texte, et plus je voyais que ces femmes-là, waouh, c'était des femmes qui se développaient sous mes yeux et à mon oreille. Et je me disais, en plus, c'est des rôles pour des très grandes et belles actrices. Comme toujours, déjà dans les femmes savantes, il y a chez Molière le spectre du féminin, c'est-à-dire toute une vie de femme. Et là, plus que jamais, avec la petite Marianne qui sort à peine de l'adolescence et qu'on veut marier, jusqu'à Madame Pernelle qui a vraiment déjà un pied dans la vieillesse, nous avons le spectre de toute notre vie, décennie par décennie. Et là, dans Tartuffe, plus que jamais. Donc je me disais, c'est l'occasion de faire voir, entendre et, et en faire de grandes figures. Et ça, c'est très exaltant. Et puis après, dans la gestation, il y a eu une chose très importante pour moi. J'ai lu une fois, deux fois, alors j'avais d'intérêt, bien sûr, qui n'en aurait pas pour une pièce aussi extraordinaire, banale. Mais tout d'un coup, j'ai eu le sentiment que la main de Pasolini se posait sur mon épaule, comme ça, comme si quelqu'un fait partie de ceux qui m'accompagnent depuis mon adolescence. Et j'ai senti que plus je lisais le texte et plus ce théorème se présentait à moi. Et que ça m'autorisait, ça m'ouvrait une porte poétique et ça me rassurait un peu. Et je me disais, bon, bah voilà, je suis autorisée par le poète à rencontrer l'autre poète. Et, et la parabole de Théorème, qui consiste, voilà, ce personnage qui fait irruption dans une maison de grands bourgeois et qui va subvertir chaque personnage, le révéler à soi-même par le corps, la sexualité et le trouble, parce que lui, il est très très beau, ce qui n'est pas forcément le cas de Tartuffe tel qu'on l'imagine, mais la beauté, c'est pas la beauté qui compte, c'est le charisme. Et Tartuffe est un être charismatique. Et donc voilà, je me suis sentie avec le schéma de cette parabole de théorème tout à fait, comment dire, invitée à monter Tartuffe. Et puis du coup, évidemment, comme moi, sur les images qui m'entraînent aussi vers la réflexion et la représentation, j'ai senti l'époque des années 50 où si on regarde jusqu'à peu près dans les romans d'Irène Nemirovsky, pour donner un jalon comme ça, les jeunes femmes se mariaient dans leur milieu et très souvent pour des raisons patrimoniales ou échapper un peu à leur famille, mais en restant vraiment dans la façon de rejouer le couple parental. Elles étaient dans cette impasse sociale-là. Après, ce qui est extrêmement jouissif au théâtre, c'est qu'on jette l'idée et qu'après, une fois qu'on a dit, on va monter ça, il faut le monter. Et ça, c'est une jubilation extrême parce qu'on a très peur comme à une table de jeu. Oui, au fond, votre Tartuffe ne s'appelle pas l'hypocrite, il s'appelle Tartuffe Théorème. Voilà. Et donc, vous venez de nous expliquer pourquoi ce rapprochement qui est tout à fait lumineux, parce que tant le Tartuffe, avec cette tartufferie, et va introduire le désordre dans cette famille bourgeoise, tout en révélant chacun à soi-même. Et c'est justement ce que l'opération de Pasolini, d'introduire dans une famille bourgeoise un très très beau garçon, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas pourquoi il est tombé là, comme un ange. Il y a quelque chose de christique. Christique. Rien qu'à être assis en lisant un livre, il devient irrésistible pour la petite femme de ménage.
pour la mère, pour la pour la fille, mère, pour le père, pour le fils, le frère. père. Tout s'y Il passe. fait de la femme de ménage une grande mystique, Voilà. hein, qui va manger des orties. Il Et qui rejoint va les cieux. léviter en extase. C'est admirable. Et Chez Molière, évidemment, nous n'avons pas cette part mystique parce qu'il avait d'autres sujets oui. et d'autres ennemis, lui, à combattre. Mais au fond, ça, autant l'un que l'autre vient révéler à chacun quelque chose du plus intime de leur jouissance. Oui, parce que Molière, c'est le corps, c'est l'histoire du corps. C'est le traitement baroque, mais il n'est question que de ça. Les gens ont faim, ils ont faim de tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils sont comme en manque, comme ça. Donc ça, c'était, voilà, là-dessus, les deux poètes se regardent. Après, évidemment, ils se séparent à d'autres endroits. Mais ce qui me plaisait aussi dans Tartuffe, c'est évidemment la grande polémique, le scandale de Tartuffe. Ça, c'est quand même intéressant. Je me suis dit, enfin, vraiment, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il écrit Tartuffe en 3 actes. C'est interdit. Le roi est parti à la conquête, justement, peut-être au sujet des miroirs et du luxe. Et pendant ce temps-là, bon, il est attaqué, il est interdit. Ah, il monte Don Juan, c'est quand même pas mal, quand même, hein. Interdit de Tartuffe, il monte Don Juan, théâtre à machine, complètement différent dans la façon dont il fabrique le spectacle, complètement différent de Tartuffe. Et il y a forcément, et après il revient à Tartuffe, il accomplit de l'hypocrite, il passe à l'imposteur, 5 actes, vraiment une pièce totalement accomplie, qui rencontre le succès et une autre foule d'ennemis, évidemment. Bon, mais là, cette fois-ci, le roi, il trouve son compte, hein, parce que lui, les compagnies du Saint-Sacrement et tout ça, ils ont cherché Mademoiselle de la Vallière, la remettre au couvent. Enfin, il commence à en avoir un peu assez de ce contre-pouvoir catholique qui donne la leçon. Et surtout qui s'introduit dans la vie privée. Ça, quand même, il n'aime pas ça. Donc il finira par l'interdire, la compagnie du Saint-Sacrement. Mais entre-temps, il a monté Don Juan. Et ça m'intriguait beaucoup, la porosité entre les deux œuvres. C'est pour ça aussi que je voudrais aller jusqu'au bout en montant Don Juan, puis après on passera à autre chose. Mais ça m'intéresse. Et comment un auteur peut écrire l'hypocrite, puis Don Juan, puis l'imposteur, et qu'est-ce qui circule là-dedans, sur la séduction masculine, sur le mystère masculin. Et en plus, soi-disant Don Juan, qui a beaucoup de succès, mais qui est très vite arrêté aussi, hein, il va encore plus loin, parce que c'est l'athéisme, c'est le sacrilège absolu, voilà, c'est l'attaque de l'aristocratie comme une suite de méchants hommes. Enfin, c'est la dénégation de la paternité, la haine de son père, de son origine, et puis aussi une grande scène tout à fait, une grande tartufferie aussi. Je me demandais justement, à partir de ce que vous venez d'évoquer, je me demandais que c'était peut-être pas un hasard que le génie de Molière soit surgi au même moment où, au XVIIe siècle, s'inaugure le discours de la science par Galilée, qui va démontrer, d'après la belle expression d'Alexandre Coiré, que la nature est écrite en langage mathématique. Et boum, excite le monde fermé, ouverture vers l'univers infini et chute du Dieu, le Créateur, du moteur immobile qui fait bouger toutes ces petites sphères célestes. C'est là où il y a quand même quelque chose une inauguration du passage du semblant vers le réel mathématique. Et ça vient de mettre à nu de tas de choses. Il y a
c'est pas un hasard que la Révolution française viendra dans cette foulée. Le roi tombe, Dieu tombe, et la chute du père ne cesse pas de se vérifier jour après jour. Et donc Molière arrive et il dit, voilà comment vous jouissez, honnêtes gens. Voilà quelles sont vos affaires obscures, vos mesquineries, vos mensonges, votre hypocrisie, comment vous vous laissez embourber par un pauvre type finalement, très malin, très rusé, mais qui a quand même fait tourner la tête à Orgon, à sa maman, à sa mère, qui est la plus virile de la pièce, c'est la mère. C'est le couple. C'est Couple le de mère et couple, fils, c'est quand même. ça. Oui, ça c'est quand même, d'entrée, c'est intéressant. Oui, oui, j'aime bien ça. C'est pas ce que j'allais dire. Ça, c'est bon, c'est la réflexion que je vous proposais. Donc, cette Oui, chute, sur la science, oui. ouais. Le ciel est vide, de toute évidence. Voilà, donc c'est clair et net. Dans Tartuffe, le ciel est vide, donc forcément, l'humanité va recréer quelque chose, et les dévots ne sont que comme un avatar de ce qui aurait pu être là-haut et qui n'est pas là. Donc après, vous parlez de Tartuffe comme moi, ce personnage m'a toujours intriguée, parce que j'ai jamais cru une seconde à la sornette qui consiste à dire, vous savez, il y a un grand bourgeois qui va à la messe, en sortant, il voit un pauvre gars devant la chapelle, dans l'église, il lui dit, mais mon cher ami, venez donc à la maison, installez-vous, on va vous servir à dîner. Le jour où vous voyez un grand bourgeois faire ça, prévenez-moi, parce que moi, je l'ai jamais rencontré, et je pense que je n'en rencontrerai jamais. En revanche, justement, en se penchant sur ce qu'était la puissance des compagnies au XVIIe siècle, au fond, c'est ce que essaie de démontrer Molière, c'est toute cette mécanique politico-religieuse épouvantable qui se mêle d'espèces de police des mœurs qui s'introduit dans chaque maison. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était cette mécanique. Donc, je ne crois pas du tout une seconde que Tartuffe soit un pauvre gars comme ça qui séduit quelqu'un en passant. Je pense pas. C'est quand même pas Taddeo sur la plage. Donc, je crois au contraire que j'ai essayé de rendre compte de cette mécanique en le mettant dans une secte. Et c'est pas seulement un homme qui rentre dans la famille, c'est pas seulement un parasite, c'est tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire déjà, là aussi, quelque chose d'extrêmement prémédité, qui préexiste dans la société. Et donc, lui, il a sa feuille de route. Parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est le malheur de Tartuffe. C'est pas, voilà, c'est quoi un prédateur sans proie? Et c'est pour ça que je demandais à Xavier Gallet, qui interprète, à mes yeux, et aux yeux de pas mal de public, admirablement, il faut de grands acteurs pour ces rôles-là. Et il interprète vraiment, je sais pas, à un moment donné, je lui ai dit: «Reste en suspension. La petite Marianne vient de partir, Elmire est sortie, tu es tout seul sur le plateau, qu'est-ce qui se passe?» Alors il joue à la marraine, il est là. C'est le malheur du prédateur. Vous savez, comme dans M le maudit, quand il voit le ballon, puis il se tourne, il voit plus la petite fille, c'est quoi ce vide? C'est quoi le malheur du prédateur? Moi ça m'intéresse beaucoup. Et c'est difficile d'en parler avec des hommes parce que généralement quand ils sont prédateurs, c'est compliqué. C'est pas quelque chose, j'ai eu quelques confidences, mais très, très peu, très peu. Vous devez en entendre beaucoup plus de choses que nous autres, mais ça ce malheur-là m'intéressait. Et donc il a, pour moi, c'est un type qui a une feuille de route. D'ailleurs, il a Laurent sur les talons. Les personnages, on pourra en parler, les personnages muets dans Molière ne sont pas là par hasard. Ces personnages magnifiques d'une autre grande tradition du théâtre. Le théâtre de Molière est impur. Il n'y a pas que des grands personnages et des grands acteurs. Il y a aussi des acteurs muets, de la pantomime, etc. Donc il y a Flippote et Laurent
disent pas un mot, mais qui sont, pour moi, très, très importants. Une, parce que elle a un déclassement social de fait, et Laurent, parce qu'il ne quitte pas d'une semaine, c'est Tartuffe. Donc Tartuffe, à mon avis, en raison de Laurent aussi, que j'aimais bien imaginer, il a une feuille de route. La feuille de route, c'est bon, ben voilà, vous allez rentrer dans la maison, vous allez voilà, avoir une emprise sur la grand-mère, vous allez avoir une emprise sur le fils. Bon, s'il faut passer par la séduction, vous en passez par la séduction. Bon, la petite, vous vous débrouillez pour l'épouser. Hein, voilà, c'est très bien. Les pères donnent volontiers dans une espèce de, il y a des mots que j'ose plus utiliser avec vous, une espèce de, pardon, hein, je le dis de façon très ordinaire, un transfert, c'est-à-dire voilà, quand il dit à sa fille, vous serez comme deux tourterelles, etc., on sent bien que c'est lui qui rêve. C'est le mot qui convient. Ah bon, pas entendu. Mais, et donc, ces personnages-là, ils sont ils sont à un endroit très, très étonnant. Et c'est ça qu'il faut que nous arrivions avec les acteurs à attraper. Et Tartuffe est à cet endroit un personnage à la fois, s'il a plus sa secte, s'il a plus sa feuille de route, il est perdu. Il est aussi vide que Orgon, parce qu'en fait, le duo Orgon-Tartuffe, c'est un homme vide, comme on voit. Alors, on parlait de la crise de la quarantaine, maintenant c'est plutôt la cinquantaine. Hein. On parlait de mystère masculin, mais ça existe. Et il arrive, il rentre de voyage. Il est un peu comme nous, les metteurs en scène ou les acteurs, les actrices, quand on rentre chez soi après une longue tournée, on retrouve sa maison, sa famille, éventuellement, tout ça. On est comme pensionnaire pendant quelques jours, hein, on ne comprend pas où on est. Et ben, c'est pour ça que j'en ai fait un chef d'orchestre. Orgon arrive et voilà, c'est un personnage vide, mais Tartuffe aussi, d'une certaine façon. Comme un prédateur sans proie, c'est un personnage vide. Le vide masculin, qu'est-ce que c'est? Intéressant aussi, parce qu'on pense toujours que c'est les femmes qui doivent être remplies. Il se trouverait que là, Molière fait la démonstration inverse. C'est les hommes qui sont vides et qui se remplissent l'un de l'autre. Donc, c'est ça que je voulais absolument montrer, c'est la mécanique petit-religieuse avec une secte. Bon, puis plastiquement, c'est jouissif. Demander aux acteurs aussi de se costumer très vite et puis d'avoir cette espèce de sarabande noire comme ça qui traverse la maison et qui est un peu comme ce qui se passe dans la tête de tous ces personnages, parce que quand même les 2 premiers actes, on voit des gens qui parlent d'un absent. Donc là aussi, pardon pour le vocabulaire qui est passé dans le vocabulaire très, très ordinaire aujourd'hui. Voilà, ils le fantasment, leur Tartuffe. Chacun a une image très particulière de son Tartuffe que nous n'avons pas vu, peut-être entreaperçu dans ma mise en scène, je me fais un peu déambuler comme une ombre noire. Et chacun se fait cette idée. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que Tartuffe, d'abord, il n'existe pas que dans la tête des gens. Et après, il apparaît. Et quand il apparaît, il n'est pas seul. Il fait partie d'une mécanique. Et après tout, il n'a pas vraiment. Son malheur, c'est qu'il n'a pas de destin personnel. C'est ça qui m'intéressait. Et je pense qu'un prédateur n'a pas de destin personnel. Il fait partie de toute une mécanique. Depuis des millénaires, on lui a dit qu'il fallait attraper, qu'il fallait choper, qu'il fallait chasser, qu'il fallait prendre, qu'il fallait. Voilà. C'est un point de vue très, très personnel. J'ai adoré ce que vous venez de dire là. J'ai bien aimé votre idée, votre question à propos qu'est-ce que c'est que le vide masculin. Et j'ai adoré la façon dont vous cernez ce personnage qui fait partie d'une mécanique, mais qui n'a pas de destin personnel. Il fait partie, on a du mal peut-être à prendre la mesure de ce que c'était que cette société secrète des dévots de la confrérie du Saint-Sacrement. Notamment, oui, c'est la plus à droite. Et alors évidemment, ils avaient beaucoup de belles actions. Parce aussi, ils s'occupaient un peu des pauvres et tout ça, mais quand même, il faut. Hein,
Ils étaient Il y a très il faut bien charitatifs. être, voilà, il faut être un peu ONG sur les bords. Et à côté de ça, évidemment, ils entraient dans les maisons, en prise, et puis, voilà, ils faisaient main basse sur les consciences d'abord, très vite sur les biens, et pourquoi pas sur les corps, tant qu'à faire. C'était un dérivé de l'Inquisition, je suppose, Oui, peut-être le gant retourné de parce l'Inquisition. qu'ils s'occupaient des hérétiques et des libertins. Donc, les hérétiques, peut-être on peut s'en occuper à l'extérieur parce qu'ils prononcent des discours en chair qui ne sont pas convenables, mais pour, pour piger un libertin, je pense qu'il faut aller à l'intérieur des choses, à l'intérieur des maisons, là où ça se passe. Oui, sur la jouissance, sur, Oui. oui, c'est police des mœurs, en fait. L'hérétique, je crois que Molière, quand même, qui a quand même l'art de se faire des ennemis toute sa vie jusqu'au dernier moment, il n'est pas allé jusque-là, parce que quand même, son lien au pouvoir et à Louis XIV, qui est le roi artiste, l'hérésie, c'était un sujet un peu compliqué, hein, voilà. Donc il n'est pas allé jusqu'à défendre les hérétiques. Mais le libertin qui est Cléante, moi j'ai accentué beaucoup ça dans sa façon d'être. C'est vraiment un dandy, presque insupportable, qui a beaucoup d'esprit, qui rit de tout, qui se moque de tout, enfin, une espèce d'Oscar Wilde, comme ça. Mais beaucoup d'esprit, bien sûr, il parle très bien. Mais il est à la limite de l'hérésie. Même s'il dit, même il a l'air de donner la leçon, il n'y croit pas une seconde. Il dit, mais enfin, quand même, les vrais dévots, c'est pas ça, les vrais dévots. Allez du côté des vrais dévots si la dévotion vous intéresse, mais ne tombez pas dans ce panneau-là. Mais on sent bien qu'il n'y croit pas une seconde. Et lui, il n'a de cesse que d'aller voir le prince, de lui dire, ça se passe très mal dans la maison. Bon, ils sont encore là. Ils sont encore en train de mettre la maison sans dessus-dessous. Ils vont virer la famille et prendre la place. Il y a déjà le salon haut qui sert à la secte. Attention. Donc c'est lui qui va aller chercher le prince. Voilà, c'est lui qui fait de la politique après tout. Mais le personnage de Cléante, qui généralement est un raisonneur d'un ennui, il faut pas savoir, quand on le voit arriver en scène, on se dit, oh non, ça y est, encore 190 vers de leçons. En fait, pas du tout. Rien ne dit dans le texte. Et si vous l'écoutez, si vous le dites, il peut être absolument ironique. Et si on écoute un peu Molière là où il en est, à ce moment de sa vie, forcément, Cléante a cette ironie française admirable qui consiste à dire une chose tout en riant vraiment de ce que l'on doit dire dans le monde. C'est quand même, tout ça est plus subtil. Et quand on monte Tartuffe au premier degré, voilà, c'est peut-être ça qui m'a énervée aussi. Bah, je l'ai lu comme ça, que il y en a qui disent que Molière aurait rencontré chez le prince de Conti un abbé nommé Roquette, qui est devenu après un évêque, et que c'était un type grassouillet, qui profitait, qui avait embourbé le prince de Conti, et que Madame de Sévigné elle-même, quand elle se référait à ces abbé Roquette, elle disait le pauvre homme. Ça, vous savez, On fait des rapprochements parfois un petit peu. Oui, mais pourquoi pas? Mais bien sûr, il devait prendre des notes. Ouais, il devait se dire, tiens, ça c'est drôle. Le pauvre homme, pourquoi pas? Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Jacques Tati. Il me disait, moi, au fond, si j'ai un quelconque intérêt, c'est que je sais me mettre à une terrasse de café, puis regarder en face de moi. Donc, ils rentrent dans le champ, ils sortent dans le champ, et je note ce que je vois. Voilà, l'observation du monde, c'est quand même la première ressource du genre de théâtre. La photographie de. Voilà, donc je pense que
Après, il y a des historiens qui jubilent à trouver ça et qui nous amusent et qui nous font rêver aussi. Moi, j'aime beaucoup. C'est le gars ou la personne qui va passer une vie, 45 ans de recherche pour des choses comme ça, mais c'est admirable. C'est la grandeur humaine, ça aussi. Il faut le faire. Hein. Et donc, oui, bien sûr, il y a ça, mais en même temps, peut-être que Conti était le modèle aussi, hein, parce que quand même, le grand Conti, qui avait été quand même extrêmement sulfureux, proche de l'inceste, enfin qui s'en est donné, voilà, c'est le chemin de Damas, parce que tout d'un coup, je deviens dévot. Je pense qu'il voilà, il s'est rangé des voitures parce que peut-être qu'il avait, voilà, il avait peut-être été un peu excessif, quoi. Donc, voilà. Mais je pense qu'il y a comme prototype de Tartuffe, peut-être qu'il y a eu une attaque vis-à-vis de Conti, parce qu'en plus, Conti, qui avait soutenu la troupe de Molière, tout d'un coup, avait écrit des horreurs sur le théâtre, en disant que surtout, c'était les pires gens, c'était les gens de théâtre. Donc là, Molière a dû se dire, quand même, toi, mon grand, on t'a quand même fait rire, on t'a fait peut-être pas souvent pleurer, parce que t'es pas très fort en tragédie. Enfin, et puis là, tout d'un coup, non seulement tu nous laisses tomber, mais en plus, tu dis que le théâtre, c'est le pire des péchés, comme, comme, comme l'évêque de Paris, il faut quand même pas exagérer. Voilà. Donc il l'avait vu vivre quand même, parce que quand on allait en tournée, on vit avec les gens, nous, en tournée, on sait comment ils vivent très tôt, très vite. Voilà. Donc, oui, il s'est peut-être un peu vengé, là, oui, de Conti. Je voudrais peut-être revenir sur un moment de votre discussion, Stella et Macha. Et ce qui fait, je crois, peut-être le plus singulier quand vous mettez en scène ce Molière, mais ça peut être appliqué à d'autres, on va prendre celui-là, c'est que chaque personnage, en quelque sorte, ne coïncide pas exactement avec lui-même. Or, souvent, les interprétations scolaires, même parfois très, très réussies et très brillantes, c'est que chaque personnage, en quelque sorte, est égal à lui-même. Tartuffe, c'est le prédateur, et les autres protagonistes, chaque fois, il va être possible de les identifier à une position où la mise en scène consiste à les réaliser. Or, il me semble que ce que vous faites dans tous les cas, vous avez pris l'expression en suspension, c'est au fond d'indéterminer chaque personnage, de le rendre trouble. Trouble est un mot que vous aimez puisque vous avez fait des expositions qui s'appellent Trouble fête sans le tirer entre trouble et fête. Donc c'est les fêtes qui sont troubles. Et je crois que c'est ça. Il y a une sorte de trouble que vous arrivez. Et là, je crois que c'est quand même très rare. Et mon idée, c'est que les interprétations viriles ne veulent rien en savoir. Il y a des femmes qui peuvent reprendre les interprétations viriles du Tartuffe. C'est que vous faites entendre qu'en fait, il y a un trouble chez chacun. Les personnages ne sont pas comme on pourrait les croire. Et que donc, là, par exemple, le chiasme qu'on interroge beaucoup aujourd'hui entre céder et consentir, vous avez lu des textes là-dessus, etc., on en a souvent parlé, c'est un chiasme que vous mettez à l'œuvre et que vous travaillez. Vos personnages, c'était pareil pour les femmes savantes, vos personnages, au fond, ils se troublent, ils deviennent presque indistincts, ils sont oui et non à la fois, et c'est au fond ce que me semble-t-il Stella Poine en disant le point de jouissance de chacun. C'est un point de jouissance qui est quand même est ignoré de chacun, qui en même temps a ses effets, etc. Vous seriez d'accord sur ce point qui, au fond, vous interrogez les personnages à un point tel que ça sort d'une interprétation scolaire. Oui, c'est-à-dire que très souvent, le malheur arrive quand les personnages ne sont que ce qu'ils disent. Mais en plus, au premier degré. C'est-à-dire alors qu'on sait très bien que
Si je parle de votre veste, j'ai peut-être tout à fait une autre intention que de parler de votre veste. C'est peut-être une entrée en matière pour tout à fait autre chose. Et là, au théâtre, il faudrait que tout d'un coup, on soit absolument le mot qu'on dit. Absurde, enfin, je veux dire, ça, c'est absolument pas. Enfin, c'est simplifier l'âme humaine, la mécanique humaine. Et moi, ça m'est insupportable. Mais très jeune, ça m'a été insupportable. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a tant de contresens avec Tchekhov. Parce que Tchekhov, je sais pas, il fait dire à un personnage, mais comme tu as vieilli. Mais en russe, quand on dit à quelqu'un, mais comment tu as vieilli? Ça veut dire, oh, qu'est-ce que le temps a passé? On s'est pas assez vu. Bah, et alors là, comme tu as vieilli, on se dit quand même, ils sont grossiers, ces Russes, quand même, hein. Même les Russes de cette époque, quel manque de savoir-vivre. Et alors Molière, on le montre comme ça, parce qu'en plus on l'a étudié à l'école, la syntaxe, les mots, le vocabulaire, tout ça, c'est une chape de plomb sur nous. C'est pour ça que moi, je me permets d'écrire un scénario pour les acteurs, les comédiens, la troupe, c'est-à-dire qui absolument efface définitivement les scènes, les actes, etc., au profit de ces grandes séquences d'élan et vraiment d'un souffle dramaturgique, parce que c'est ça le théâtre. Il faut aller jusqu'au bout, il faut reprendre son souffle comme dans une symphonie. Alors que là, comme on nous a même au conservatoire fait travailler la synode, l'acte 1 des femmes savantes, dès que vous avez un certain, c'est insupportable. Alors, comme si le théâtre avait commencé avec le premier mot. Ah, ma sœur. Non, non, le théâtre, il commence bien avant. D'ailleurs, la vie de ces gens commence avant. Avant qu'ils entrent en scène, ils sont déjà là dans la maison, ils ont dormi, ils ont mal dormi, ils ont mangé, ils n'ont pas mangé, ils se cherchent, voilà, il y a quelque chose qui s'est produit. Une sœur est allée en boîte de nuit, l'autre est restée à travailler. Quand elle se retrouve à 3 heures du matin, ça se passe mal. Parce que la première est sortie avec, le fiancé de sa sœur aînée. Enfin, je veux dire, Molière nous donne quand même, nous tend des perches. Les êtres vivent avant de parler. Et quand ils parlent, ils ne sont pas ce qu'ils disent. Sinon, c'est pas drôle, le théâtre. Mais vous allez aussi introduire cette dimension, de même que la pièce ne commence pas avec le premier mot, le premier vers, mais elle ne finit pas avec le dernier mot, le dernier vers. Mais non, vous avez construit le Tartuffe, mais vous avez construit les femmes savantes ou d'autres pièces qu'on ne peut pas citer pour l'occasion, mais c'est vraiment ce moment où ce qu'on pourrait croire résolu, c'est-à-dire le mariage a lieu comme on souhaitait qu'il ait lieu. Ça, c'est le propre de la comédie de Molière qu'on oppose à la tragédie et qui fait que ça se passe chez les bourgeois et pas chez les princes et les rois. Bon, d'accord. Mais ça ne finit pas. Il y a chacune de vos fins de mise en scène, c'est que, ah oui, vous dites presque, je vous demande, est-ce que vous dites pas au spectateur, tu crois que c'est fini? Tu crois que c'est fini parce que il y a le mot fin, parce que les comédiens vont venir saluer et que vous allez, parce que la lumière s'éclaire dans la belle salle, rentrer chez vous. Mais au fond, ça continue chez Molière. Alors, c'est le propre du théâtre, on meurt et puis le lendemain on recommence et voilà, ça c'est formidable parce que c'est la rédemption perpétuelle. Mais c'est aussi tout à fait autre chose. Merci beaucoup. C'est aussi, moi j'aime beaucoup le spectacle en boucle. J'aime bien le spectacle en boucle parce que c'est pas terminé, mais ça va recommencer parce que Tartuffe va partir. Il a failli vraiment provoquer le naufrage d'une famille, dans tous les sens du terme, moral, affectif, mais aussi matériel. Bon, la situation est redressée, mais c'est pas pour autant que le patriarcat s'est achevé, que l'ambivalence des gens, que le trouble certain va disparaître. Non, ça va recommencer. Et moi, j'ai assisté à un dîner chez des grands bourgeois dans leur château, et il y a un moment de ça, mais quand j'ai monté Tartuffe, j'ai repensé à cette scène. Ils étaient là, comme ça, c'était un peu la fin du dîner, puis mais il y a pas eu un...
il n'y a pas eu des Allemands qui étaient venus ici pendant la guerre, et puis ils avaient brûlé des choses, et puis on était allé, quelqu'un était là, enterré là, le ciboire de la chapelle, voilà, et puis ah oui, ils avaient fait brûler des meubles, et puis tout d'un coup, comment dire, la douceur molle, la mollesse de la mondanité l'emportant, ben, le grand sujet qui était que les nazis étaient arrivés, s'étaient installés dans la maison, avaient fait quelques... Ah bah tout ça, c'était devenu un vague souvenir. Et j'ai pensé que dans la famille d'Orgon, peut-être que 15-20 ans après, ils vivaient pas longtemps à cette époque, mais quand même, 15-20 ans après, on dit, mais tu te rappelles, il y avait un type qui est rentré dans la maison avec... il y avait plein de types en noir, comme ça, c'était bizarre, ils chantaient des trucs bizarres et tout. Voilà, puis on répond pas vraiment aux questions, c'est passé, comme ça, c'est comme un lustre qui est là depuis longtemps, et puis, oh, il y a 2 ampoules qui marchent plus. Et j'adore ça, en fait. J'adore montrer ça au théâtre, que les choses ont existé, ont des traces, mais en fait, le monde continue parce qu'on les prend pas en compte. Oh oui, c'est une anecdote. Ça a failli tout s'y passer. Oui, il y a eu les nazis, oui. Non. Et puis voilà, tiens, oui, il est pas mal l'entremêle. Mais elle vient pas, pourquoi elle vient pas nous servir? Et ça, j'adore ça. Et, conclure Tartuffe en disant, voilà, le prince est intervenu, tout rentre dans l'ordre, c'est formidable, la petite Marianne va épouser Damis, elle va être très heureuse. Tu penses, Damis, un gosse de riche insupportable qui est un goujat dès la première phrase qu'il prononce à l'égard de Marianne. Non, Marianne ne sera pas plus heureuse avec Damis qu'elle l'eût été avec le viol conjugal que lui proposait Tartuffe. Non, non, non. Donc, le patriarcat est là, on a encore tous les pouvoirs. Et peut-être il y aura une 3e jeune femme si la seconde meurt en couche comme la première. Voilà. Et donc, le génie du théâtre, et Molière nous le fait sentir tout le temps, ça n'est pas fini. La société continue, c'est ce que vous disiez, c'était là. C'est-à-dire que quelque chose nous attend de beaucoup plus grave derrière. Et nous, dans la grande comédie, bien sûr qu'on fait rire, et bien sûr qu'il faut rester dans la grande comédie, mais quand même, derrière toute grande comédie, comme derrière tout grand scénario de grands cinéastes dits comiques, si vous lisez le pitch, vous pleurez de tristesse, quand même. C'est toujours triste. C'est un scénario je sais pas, de Langdon, de W.C. Fields ou de Chaplin, c'est à pleurer de tristesse. Il nous fait rire. Et ben voilà, Molière nous laisse entendre, comme tout grand écrivain, que quand même ça risque de mal se passer dans quelque temps. Parce que quelque chose prend l'eau. Une famille qui risque de passer à côté du naufrage comme ça, et il faut une invention d'un prince qui viendrait s'occuper de ça, c'est que le monde va mal, la société va mal. Vous serez d'accord, Estella, qu'on interroge maintenant, Macha, sur le couple femme d'Orgon et Tartuffe. Parce que vous construisez ça de façon beaucoup moins nette que souvent l'interprétation classique le présente. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Puis peut-être ensuite, Estella pourra rebondir. Une relation de couple, ça va susciter tes remarques, je n'en doute pas. Alors là, vraiment, moi j'ai entendu ça dans le texte tout de suite, quand Pernelle fait son espèce de galerie de portraits redoutable, d'une méchanceté effrayante à l'égard de chaque membre de la famille, probablement aussi parce qu'ils sont pas très gentils avec elle, pas non plus les prendre pour des... elle parle tout de suite en parlant des enfants, de leur défunte mère, et elle compare la jeune Elmire, la deuxième épouse, à la défunte mère. Donc il y a un côté Rebecca d'entrée en disant, bah oui,
vous êtes rentrée dans les meubles de celle d'avant, mais vous ne serez jamais à la hauteur, ma petite. D'ailleurs, vous êtes trop dépensière. C'était pas comme ça. Elle avait une modestie magnifique. Et voilà. Donc, déjà, c'est mal parti. Donc, il y a déjà pour Elmire quelque chose qui manque. Et on sent bien quand elle dit j'ai vu mon mari, il ne m'a point vu. Bon, moi, je sais pas, je l'entends. Hein. Je sais bien quand on dit ça, on sait bien ce que ça veut dire. C'est vrai que Orgon, en arrivant, il déboule dans le salon, il rentre de voyage, il déboule dans le salon, il ne parle que de Tartuffe. On lui dit votre femme est malade. On la rajoute, Dorine, on s'amuse, bon voilà. Mais il ne parle que de Tartuffe, c'est-à-dire qu'il ne voit plus, il ne sent plus sa femme. C'est une jeune femme délaissée. Voilà, ça s'appelle comme ça. Voilà. Bon. Donc, comme elle a un corps, forcément, il va se passer des choses. Et elle est poursuivie, dit-elle, 1000 fois par Tartuffe quand le mari n'est pas là. Bon, elle s'invente une maladie, des fausses fièvres et autres migraines pour s'enfermer dans sa chambre. Mais si on regarde, il y a quand même une jeune femme délaissée, un homme qui passe une période très bizarre de sa vie, qui est complètement vide et qui va se remplir d'un autre. C'est une histoire à trois qui est quand même assez intéressante. Mais cette Elmire, au fond, parce on la montre très souvent comme non seulement une proie du vilain Tartuffe, mais une victime. Immédiatement, dès le début, c'est la victime de Pernelle, puis après c'est la victime de Tartuffe, et puis ça sera la victime de son mari qui n'intervient pas quand Tartuffe l'entreprend. C'est un peu simplificateur. Moi, j'aimerais bien j'ai tenté on a beaucoup parlé avec les comédiennes, tenter de mettre un peu plus d'intérêt au personnage d'Elmire. Elmire, c'est quelqu'un qui, à 2 reprises, convoque le prédateur elle-même, elle lui dit allez me le chercher. À 2 reprises, elle l'entreprend. La deuxième fois, carrément avec les mêmes armes que Tartuffe. Elle ment éhontément, elle tente de le séduire, elle ne l'aime pas. Je veux dire, elle prend des risques, cette femme-là, sous le toit conjugal. Cette jeune femme qui fait ça, c'est pas une nunuche, une jolie petite proie qui va être une victime définitive. Et cette personnage m'intéresse. Et alors, comme aujourd'hui, on s'interroge beaucoup évidemment sur la prédation et à juste titre, sur le consentement et à juste titre, sur céder, consentir, etc. Je trouvais que il fallait faire entendre autre chose que la victimisation immédiate, définitive. Et voilà, elle est bien rangée. Hop, voilà, c'est la victime. Surtout qu'elle ne dise rien. Elle est très discrète, notre Elmire. Toujours, c'est un personnage très discret. Pas du tout. Elle manigance comme une folle et elle est formidable. Et puis surtout, elle est incarnée. Donc, pardon, mais quand on est délaissé par son mari dans un système aussi étroit que l'hôtel particulier parisien, dont on ne doit pas pouvoir beaucoup sortir, avec une belle-mère en plus qui est là, qui règne aussi, la défunte mère des enfants, qui a son portrait, moi je l'ai mis tant qu'à faire, voilà, dans le décor. Bon, pour l'expérimentation, c'est assez limité. Donc, le prédateur, pourquoi ne pas l'expérimenter? Enfin, moi, je pense c'est quelque chose qui se propose à elle et je pense que elle n'est pas une victime, elle est une femme qui expérimente quelque chose d'extrêmement dangereux. Et alors? Moi, je pense que vous faites donc ce portrait de la femme, de la première femme défunte, règne dans ce salon. Et on a l'impression que ce portrait écrase la protagoniste vivante, qu'elle est toute rangée, toute mignonne, toute belle, bien habillée, mais que j'avais l'impression qu'elle ne trouvait pas sa place.
qu'il était comme un pot-aux-fleurs, qu'il était comme un objet décoratif dans cette maison, dans cette famille, ne trouvant pas vraiment une position affirmée. Et puis, c'est ce qui est formidable, le moment où elle vire vers le corps érotique, le corps érotisé. La petite femme tellement bien habillée, élégante, sobre, et du coup, il y a quand même quelque chose de l'érotisme de son corps qui se dégage avec une force impressionnante. Et en même temps, on la sent parfaitement divisée entre son élan transgressif et les principes qui l'enferment. Elle a face à elle Tartuffe, c'est un personnage quand même extrêmement charismatique, sinon il n'arriverait pas jusque-là. Mais elle est face à quelqu'un d'un peu monstrueux. Et ça peut être aussi assez intéressant. Ça n'arrive pas tous les matins. Donc elle pense qu'elle va jouer un peu. Ça déclenche chez elle des choses qui la dépassent. Et elle pense, comme beaucoup d'entre nous, les femmes, qu'on peut tout à fait avoir ce genre d'expérience en étant hors de soi. Voilà, c'est une expérience du corps. Après tout, moi, c'est ça que je ressens chez Elmire. Elle dit, après tout, oui, approcher le prédateur, oui, pourquoi pas, bon, mais, comment dire, j'en serai pour ce que j'en serai. Je veux dire, je vais pas forcément me consumer et je suis pas forcément détruite parce que j'approche le monstre. Non de quoi, en fait. Et j'aime assez cette force et là où Molière la place. En plus, Molière, quand même, pensait qu'il vivait avec des comédiennes, que être comédienne au XVIIe siècle, c'était abandonner toute réputation, mais bien plus que cela. On était absolument une paria de la société, uniquement pour le plaisir de défendre son art. C'était des grandes artistes. En plus, on parle de l'abbé Jard, elle savait écrire, elle savait chanter, elle savait composer, c'est la musique. Enfin, c'est une femme assez exceptionnelle que fréquentait Molière. Donc, il va pas écrire pour ces femmes-là une Elmire toute bête. Non, il exprime une vraie femme qui a un corps et qui dit, et puis qui, dans la deuxième fois où elle convoque Tartuffe, elle dit à son mari, tu vas bien voir. Et vraiment, elle l'entreprend et elle expérimente quand même son corps avec le corps de Tartuffe. Enfin, elle s'en défend en même temps parce qu'on est assis, elle est ambivalente comme nous toutes, mais et qu'elle cherche quand même aussi à ce que on mette en accusation son mari pour toute autre chose, pas tant cette scène-là que son abandon, le fait qu'elle est délaissée. Elle met en cause l'homme de sa vie. Je trouve ça intéressant. Et en même temps, elle expérimente le voyeurisme, puisque Orgon sous la table voit bien le petit manège entre eux, et il bouge pas. Hein. Il bouge pas jusqu'au moment où ça devient de l'échangisme. Puisque voilà, après tout, il est tellement toqué de Tartuffe qu'il lui donne sa femme, il lui donne le corps de sa femme. Et elle est en train de lui dire, bah voilà, mais j'en suis tout à fait capable. Moi, la petite bourgeoise, comme ça, dans mon coin, bien élevée, un peu Jackie Kennedy, avec ma petite robe, et je suis impeccable. Et ben oui, moi, je suis capable de faire ça. Oui, j'ai un corps, oui, je suis capable. Oui, tu vas voir. Alors évidemment qu'il y a du dépit. Ah bah oui, ça, son premier amour, c'était peut-être Orgon. Oui, mais il y a de l'expérience, il y a de l'expérimentation, il y a une revendication de vie, de revendication du corps. Voilà. Et puis Molière, évidemment, dans son génie, se retourne vers nous en disant, mais dis donc, ça vous intéresse alors tout ça, le voyeurisme, l'échangisme, vous voulez aller sous la table aussi? Hein, vous réjouissez là-bas. Et c'est toujours le phénomène baroque du reflet,
la scène est le reflet de nous-mêmes, qui regardons, etc. Et sans arrêt, il nous dit alors, c'est quoi? Qui c'est qui regarde qui? Ça, c'est la jouissance de la comédie. Alors évidemment, on peut en faire une scène de farce avec le pauvre mari sous la table, et tout ça. Pitié, je supporte pas cette idée. On lit divers de Molière, de Tartuffe, c'est génie, c'est du génie. Donc, on ne peut pas aplatir ça, même s'il sait très bien que les recettes du théâtre, on passe par le, comment dire, par le tissage et par, comment dire, la structure de la farce aussi. Hein, il faut s'amuser de situations. Je pense qu'une scène d'échangisme est peut-être un côté aussi burlesque, grotesque et misérable. C'est une mise en scène d'un fantasme masculin, presque un prototype de fantasme masculin. Que sa femme soit dans les bras d'un autre. Finalement, c'est un dispositif de désir aussi pour le mari. Vérifier que sa femme peut jouir dans les bras d'un autre. Et donc, comme vous soulignez aussi, le dispositif voyeuriste qui est à l'œuvre. C'est le mari qui regarde la scène et nous, spectateurs, nous regardons comment il regarde la scène. C'est le redoublement du jeu de regard. Oui, et avec les commentaires que vous avez faits, Macha, je me suis demandé si cette scène, cette fameuse scène qui implique le voyeurisme, qui implique la réalisation d'un vœu viril homosexuel, n'est-ce pas? Moi, je pensais que peut-être on pourrait le prendre du côté d'Elmire, parce que jusque-là, c'était l'opinion ou l'avis de Molière ou bien des hommes. Mais du côté d'Elmire, Elmire a un intérêt à l'affaire. Eh bien, je me demandais si l'intérêt d'Elmire dans cette affaire-là, ce n'était pas de montrer à son homme comment on était un homme. Parce que c'est ce qu'elle fait aussi, n'est-ce pas? Ça n'invalide pas les hypothèses qui ont été avancées, ça en rajoute, mais ça en rajoute du côté d'Elmire. Elmire a un intérêt dans l'affaire. Et je doute que ce soit de se montrer ou se montrer objet du regard, etc. Il prend quelque chose. Oui, oui. Et sa visée, c'est récupérer cet homme parce qu'il est lui fidèle. Oui, oui, bien sûr, on peut aller jusque-là, et là, ça serait quasi farcesque, et lui faire la démonstration de ce qu'elle attend de lui. Oui, oui, pourquoi pas. Après, moi, je voulais aussi débarrasser Elmire de la victimisation, parce que je trouve que le dépit, il est du côté d'Orgon. Et moi, j'ai insisté vraiment pour que Orgon, quand il sort de dessous la table, il dit trois malheureuses phrases. Moi, j'entends le dépit par rapport à Tartuffe. Il dit, mais je vous ai tout donné, même ma femme, et vous la préférez à moi. Donc c'est encore lui qui il n'est question que de lui. Orgon, il est question que de lui tout le temps. Et son dépit, c'est du dépit amoureux à l'égard, non pas d'Elmire. Tout d'un coup, il ne devient pas protecteur d'Elmire, mais c'est un dépit amoureux par rapport à ce Tartuffe à qui il a tout donné, sa réputation, sa cassette, la réputation de son ami, son bien, sa fille. Il était prêt à donner sa femme. Et l'autre, il voit bien qu'il ne l'aime pas. Il n'est pas payé de retour. Ça, entre deux hommes, ça m'intéresse beaucoup, et je suis loin de donner une réponse. Ça ne fait que me donner envie de monter dans le genre. Mais quand même, là, c'est quand même Elmire qui met en scène les choses. Oui. C'est elle qui prend la table, c'est elle qui dit tu vas dessous, c'est elle qui convoque Tartuffe. Elle est
c'est elle qui met en scène la scène d'échangisme et qui nous le donne à voir. Elle nous prend en main aussi. Macha, elle fait une masterclass, comme vous la faites aujourd'hui avec nous. Hein? Elle lui montre, voilà comment on fait. J'ai envie tout d'un coup de vous dire une chose qui n'est pas exactement dans les questions que vous m'avez posées, Hervé. Mais on a donné des représentations de Tartuffe, ce qu'on appelle les scolaires pour des adolescents. Et chaque fois qu'il y avait un frôlement, une main qui avançait, un sein saisi, un baiser dans la salle, nos petits Marseillais des quartiers, waouh, ça criait, hein, waouh, comme si. Alors au sortir, je les cueille tous, et puis on a l'habitude de parler dans le hall, et je leur dis mais attendez, expliquez-moi là, vous avez des tablettes, vous avez bon, même plus les DVD, c'est des modems. Enfin, vous voyez toutes les images que vous voulez voir, qui ont existé, qui existent, etc. Allez, même jusqu'à la pornographie. Pourquoi est-ce que vous poussez des cris d'orfraie tout d'un coup parce qu'il y a un baiser entre Tartuffe et Elmire? Alors, il y en a qui ricanaient, qui ne savaient pas et sur quel pied danser, je les coinçais un peu. Puis il y en a un qui s'approche de moi et me dit « Mais vous voyez, madame, moi, je vous explique parce que franchement, moi, je regarde à la tablette, je regarde un porno, l'acteur, il sait pas que je le vois. Et je peux le revoir, et ça me fiche. Mais moi, là, je sais qu'il me voit. Ils savent que je suis là, que je regarde, ils le font quand même. » Et j'ai trouvé ça tellement magnifique. Et je lui ai dit, mais vous avez tout compris du théâtre. On se consume ensemble, on vit les mêmes choses ensemble. Et c'est pour ça que c'était si scandaleux, le théâtre. Et c'est pour ça que ça restera toujours scandaleux. Parce qu'on le vit là. Et l'acteur, il est coupable de ce qu'il fait. Et il est coupable de sa jouissance de jouer. Et toi, tu supportes pas qu'il joue quelque chose qui est pas vrai et qu'il y prenne tant de plaisir et qu'il t'en donne en plus. Parce que je te dis, en plus, toi, tu as aussi du plaisir là. Et là, tu n'es pas d'accord avec toi-même. Mais j'ai trouvé la façon dont il avait exprimé ce que tout le monde avait ressenti de façon absolument magnifique. Et voilà. Et ça, c'est le grand plaisir de ces représentations très, très particulières. Mais ce qui touche le plus le public, notamment quand il y a des jeunes, puisque j'ai dû voir avec public une douzaine, peut-être plus de fois le spectacle, non seulement à la Criée, mais ailleurs, je ne parle pas des répétitions, et où effectivement, c'est quand il y a un baiser avec Dorine, deux femmes s'embrassent. Oui, on s'est amusé. Là, vous êtes amusé, oui, mais dans la salle, c'est un effet immédiat, puisque une fois j'étais placé, les jeunes, ils ont dit « Oh !» Ils ont caché leurs yeux pour ne pas voir ça. Et ça illustre tout à fait ce que vous dites. Bah, c'est-à-dire que ces gens-là n'ont pas le droit de faire ça. Bah, voilà, nous, on peut le faire. Voilà, c'est un public qui dit « Attendez, nous, on fait ce qu'on veut. Hein. On n'est pas genré et tout ça. » Quoi qu'à Marseille, c'est pas encore trop pris, ce truc-là. Mais eux, ils n'ont pas le droit quand même. C'est des gens bien élevés, tout ça, c'est des acteurs, ils ont fait des écoles et tout. Ils vont pas s'embrasser entre filles quand même. C'est pas là que ça se fait. Ils ont fait le conservatoire à Paris et en plus ils s'embrassent sur scène. Ils s'embrassent sur scène, c'est pas. Et ce jeune garçon nous a ouvert les yeux sur la façon dont il recevait le théâtre et que ça ne change pas et que le théâtre a un caractère scandaleux qui nous déplace. Et parce qu'il nous renvoie à notre propre voyeurisme. Et ce qu'il aimait pas, c'était son voyeurisme. C'était d'avoir assisté à des vrais gens qui savaient qu'ils le faisaient, qu'ils étaient vus, qu'ils continuaient. Donc il avait tout compris du système de Tartuffe, en fait. Et donc c'est le génie de Molière, c'est cette révélation-là. Alors il y a juste une remarque à propos d'un personnage. Et vous avez été souvent interrogé, voire attaqué, je pense à une émission France Inter, sur le personnage de Dorine. Que je n'ai pas écouté. Vous n'avez pas écouté. Je l'ai écouté, je vous ai dit, je ne vous en parlerai jamais. Bon. C'est pas vrai, vous voyez, vous l'avez fait. Non, je vous dis pas, non, j'ai pas dit, remarque, peu importe. C'est le personnage de Dorine, où effectivement,
il y a même une erreur. Quand on interprète, les gens disent, comme quoi vraiment, être critique, parfois, c'est ne pas vouloir lire le texte. Ils disent, c'est une servante. Pas du tout, c'est une suivante. Elle n'a pas le même statut. Mais je crois que c'est très important. En plus, Irina est là pour avoir joué le personnage et lui donner une ampleur qu'on ne voit pas dans d'autres Tartuffe. Ça, vraiment, c'est spécifique. Elle est tout le temps sur scène, elle intervient tout le temps. Et c'est, au fond, en avoir fait, comme disent certains, l'ami de la famille. Au-delà de cette position, c'est qu'est-ce que vous avez voulu dénouer, dénuder de la pièce avec Dorine. Parce que c'est très original. Elles sont pas comme ça, les autres Dorine. Non, elles ne m'intéressent pas, les autres Dorine. Absolument, les autres Dorine, ni les autres flippotes, du reste. Non, elles ne m'intéressent pas parce que finalement, on en fait une cuisinière, enfin, on cuire le poulet. Enfin, oui, oui, un peu insolente, qui se permet de parler à Orgon, comme à son cousin. Ça prend pas, je ne crois pas une seconde. En plus, vous avez absolument raison de spécifier que la servante, c'est Flippote et que la suivante, c'est Dorine. Donc ce personnage de suivante, on a parlé avec Irina, c'est vraiment... c'est une situation sociale très intéressante. C'est-à-dire que c'est pas une employée de maison et en même temps, elle n'a pas tout à fait le statut d'Elmire ou de la défunte ou de Pernelle. Alors c'est qui cette personne? Alors, moi, j'en ai connu quelques-unes comme ça, dans la grande bourgeoisie, et notamment chez les Russes blancs, on appelait tantes, mais qui étaient des femmes qui avaient eu, comme on dit, des revers de fortune. C'est-à-dire qu'elles n'avaient plus de mari. Pourquoi ça? On n'a pas le droit de le savoir. Et comme elles étaient plutôt bien élevées, qu'elles savaient jouer aux cartes, qu'elles avaient des conversations, qu'elles donnaient un petit cours de piano à la jeune fille de la maison, que elles avaient de la conversation, qu'on aimait bien le soir prendre le thé avec elles. Et ben, elle venait un soir de soir, elle passait un été, et puis on disait, mais ma chère, installez-vous, là, il y a 2 chambres là-bas, dans l'aile à droite, allez-y, installez-vous, vous serez très bien. Tout le monde savait très bien qu'elles n'avaient plus les moyens de faire autrement. Et elles étaient dans les familles. Mais ça situe aussi, et d'ailleurs, après, quand Dorine elle-même parle du fait qu'on va mal marier Marianne, et que tout d'un coup, elle dit à Orgon, mais ce que vous allez faire, vous êtes à l'origine de la mauvaise conduite de votre fille quand elle deviendra une femme mal mariée. Tout d'un coup, si on écoute bien la musique, les inflexions, comme vous disiez, la voix, on entend que Dorine passe aux aveux et qu'elle parle d'elle-même. Voilà, c'est comme chez Philamène, dans Les Femmes savantes. Il y a un moment où si vous écoutez la musique, et on le vérifie avec les comédiens, tout d'un coup, ça passe aux aveux. Et Dorine, elle passe aux aveux. Et elle ne peut parler comme ça que si elle l'a vécu. Donc pour moi, c'est le prototype de la femme mal mariée qui a échoué dans cette famille-là. Elle rend des services, elle parle aux jeunes gens, elle s'occupe un peu de leur éducation, elle leur raconte ce qui peut se passer, voilà. En plus, il y a eu quand même un intérim à assurer puisque entre les deux, la mère est morte et les enfants étaient petits sans doute, et puis une autre jeune femme a été épousée. Elle a peut-être un peu consolé Orgon aussi pour se permettre de lui parler comme ça. On sent bien qu'il y a de l'affect entre eux qui s'est éteint, mais enfin, bon, là aussi, si on écoute, on entend bien la façon dont ils parlent, que sur 2 vieux amants, voilà. Après, tout ça, c'est refroidi. Mais voilà, et je pense que Molière donne la parole à une femme, vraiment un sujet d'une femme qui est un personnage absolument magnifique. C'est le personnage que je préfère dans cette pièce parce que justement, elle sort de la classification ordinaire de la jeune première, de la jeune épousée, et non, c'est ces femmes-là qui n'ont plus de mari et qui racontent quelque chose. Et je trouve que c'est d'une justesse, d'une intelligence de la mettre sur scène.
Et du coup, elle est révélatrice même des jeunes générations, parce qu'elle est agacée, elle veut bien s'occuper un peu des adolescents, mais enfin, au bout d'un moment, c'est pas les siens quand même. Alors ça va, bon, allez, non, allez, maintenant vous sortez. Elle n'arrive pas à se débarrasser d'amis, c'est Valère, qui aime tout le temps la voir. Eux aussi, ils veulent être un petit peu au fait de comment on fait avec les filles, quoi. Elle a dû un peu les initier, peut-être. Et elle n'arrive pas à se débarrasser d'eux. J'aime infiniment ce personnage, Irina le sait, infiniment. Ah, voilà, finalement, c'était la question que j'avais envie de vous poser, parce que ce personnage de Dorine, c'est vraiment comme une sorte de locomotive qui va entraîner tout le mouvement. C'est une source tourbillonnante de présence, de désir. Et je me demandais justement comment vous aviez conçu cette Dorine, et vous me le répondez à l'instant. Vous avez entendu l'énonciation du Molière, mais vous n'êtes pas resté au niveau des énoncés. Et donc, vous avez entendu le midi dans les vers. Et c'est Dorine qui incarne, à mon avis, dans cette pièce, une figure féminine lacanienne. Parce que et la vérité, dit Lacan, on ne peut pas la dire toute. Elle ne peut que se mi-dire entre l'énoncé et l'énonciation. Et donc, c'est dans ce mi-dire qu'elle circule. Et du coup, Lacan dit aussi, si on peut identifier une femme à quelque chose, c'est l'image de la liberté. Et je trouve que Dorine correspond justement à cette présence d'un midi, d'une vérité médite, qu'elle énonce à tout moment, à bon entendeur, salut. Mais elle la ferme jamais. Je suis une Madame Jourdain qui fait de la psychanalyse sans le savoir. Non, mais c'est des personnages tellement riches, tellement magnifiques, parce que je reviens à ça. Pour moi, Molière a vécu avec des femmes comme ça, des femmes qui étaient absolument libres. Enfin, je veux dire, c'était tellement difficile de prendre cette décision, d'aller dans la roulotte et de dire bon allez, on va partir. Et oui, je me marierai pas. Non, c'est incroyable, quelle force. Et forcément, elles sont sur scène, il faut les chercher, il faut simplement ouvrir les yeux. Elles sont là. Mais du reste, j'ai fait un petit entretien avec Irina sur le personnage de Dorine, et on a donné pour titre à l'entretien justement un être de désir. C'est ce que tu dis quand tu en parles, et je crois que là, ça prend tout son poids, parce que dans les autres mises en scène qu'on peut voir, j'insiste, quelle que soit leur qualité, etc., elle n'est pas conçue comme un être de désir, elle est vraiment effacée. De toute façon, tous les personnages féminins sont effacés, les personnages masculins sont presque tous effacés, à la limite, pour réduire au couple Orgon-Tartuffe. Au fond, il y a un Tartuffe, enfin un Italien, Tartufo, qui est magnifique. Vous m'avez conseillé de partir immédiatement pour voir la première à Naples de Jean Bellorini. Vous avez fait les costumes, donc je suis allé à Naples voir cette mise en scène. Maintenant, c'est passé au TNP, Théâtre National de la ville. C'est un très très beau Tartuffe, mais c'est un Tartuffe cash. Et justement, c'est très intéressant de le mettre en lien avec le vôtre, qui est le contraire d'un Tartuffe cash au fond, puisque chaque fois c'est une hésitation, et je trouve peut-être que vous avez employé en suspension, à la fois d'un terme de géographie, c'est entre deux espaces, où ça tient comme ça au-dessus du sol, et en même temps c'est une suspension interne, c'est le contraire de personnage cash. Alors bien sûr, l'interprétation virile de Bellorini, qui est très belle, vous êtes allé de nombreuses fois à Naples pour
pour travailler, c'est une comédie italienne, une comédie napolitaine presque, donc c'est très fort, mais ce n'est pas en suspension, c'est au contraire, tac. Oui, non, mais ça, C'est la force des deux interprétations. Oui, ça moi j'aime rejoint le séminaire. infiniment le Bien sûr. spectacle de Jean vous avez fait les Bellorini. costumes. Oui, mais du coup, quand on fait les costumes, on est à une place absolument privilégiée, parce que moi je viens poser des couleurs sur des personnages, aider les acteurs à ce qu'ils se glissent dans le personnage. Je suis au service d'un autre univers. Mais moi, ce que j'aime, c'est voir travailler un autre artiste pour qui j'ai vraiment de l'admiration, parce qu'il fait tout, il prend enfin, il a la méthode inverse. C'est-à-dire, moi, je prémédite tout. Et lui, il arrive, il a même pas le texte. Il a tout dans la tête, il fait tout avec les lumières. Enfin, c'est formidable. Et là, il avait une revanche italienne à prendre. Bon, il parle italien en plus, donc il y avait, voilà, toute sa famille italienne a ressurgi dans la jouissance, la pasta, il fallait manger. Enfin, il a faim, Tartuffe. Et alors, on a parlé de cinéma, oui, de comédie italienne, Mancini, de ces gens-là, et Affreux, sale et méchant. Et moi, je me suis régalée à faire des costumes dans ce sens-là. Et voilà, il a attrapé par une autre fin. Et puis voilà, et puis Tartuffe, il a faim d'Elmire, il a faim d'Elmire. Et, mais oui, oui, et c'est tellement intéressant parce que à aucun moment Jean Bellorini ne triche, c'est-à-dire c'est monté par un homme et c'est tellement éclairant. Il sa juste part. Moi, il se trouve que je suis une femme, donc je monte Tartuffe comme une femme, et ça sa juste part, et il serait temps, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de Tartuffe montés par des femmes. Voilà, donc là aussi, moi, je suis pas trop forcément pour opposer et prendre le fait d'être une femme, prendre ça comme un trophée. Non, 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 c'est plutôt compliqué. Mais là, effectivement, moi, ce qui m'intéressait, c'était cette problématique et du mystère masculin, que je comprends peut-être, que je comprends probablement de moins en moins, et mais aussi de révéler aussi ce que c'est que le trouble profond féminin. On est troublé, ces femmes, elles sont troublées. Et on parle de flipote. Alors généralement, on l'enlève comme ça fait un salaire de moins. Et puis surtout, c'est compliqué parce qu'elle dit pas un mot. Il faut aimer ces personnages-là pour les mettre en scène. Moi, j'adore. J'ai fait longtemps des spectacles avec des personnages qui disaient pas un mot. Et j'adore le cinéma muet. Enfin, c'est absolument tout ce que j'aime, tout ce qui me nourrit. Et donc, Flipote, elle dit pas un mot, mais ça veut pas dire qu'elle dit rien. Là aussi, c'est complètement idiot. Elle n'arrête pas d'exprimer comme s'exprime le théâtre pendant des siècles où même les Italiens étaient privés de parler. Bon sang, Dieu sait qu'ils en disaient des choses. Hein. Mais vous faites jouer le rôle par un homme, Pascal Ternisien. Oui, Pascal Ternisien, qui est absolument remarquable, qui est un acteur que j'aime infiniment. Et bien sûr, oui, bien sûr, c'est un travesti. Mais généralement, dans les distributions de Molière, il y a beaucoup de travestis. Philaminte était joué par un homme, soi-disant pour des convenances, mais c'est aussi pour le plaisir de jouer une femme. On va pas me le raconter. Ça. Ils adorent ça. On adore ça, le travestissement. Et je sais qu'aujourd'hui, un certain puritanisme arrivera jusqu'à nous interdire aux hommes de se travestir en femmes, parce qu'ils ne sont pas des femmes, ils n'ont pas le droit de parler à la place d'une femme. Enfin, où on va là? Non, non, continuons à nous travestir, à jouer tout ce qu'on veut, même un chien, si on veut. Il nous reste un petit moment pour passer la parole à la salle. Je voudrais juste dire une remarque. Je n'avais pas prévu, mais je crois que vous serez d'accord que les lieux, les topos interprètent, que d'être dans le lieu de l'école, ça interprète ce que dans d'autres débats, je ne vous dis pas, quand ce sont des théâtres, quand c'est la Chine, tout ça, c'est d'autres lieux et donc on interprète autrement. Mais je crois qu'à vous écouter, je crois que c'est le petit pont verbal, comme aurait dit Freud, c'est le terme de Louis Masterclass, c'est qu'au fond, les débats que je peux avoir ou que
là on associe, on a beaucoup de plaisir, Estella, c'est qu'au fond, vous réveillez les intellectuels qui dorment. C'est ça, au fond. Qu'est-ce qu'ils font, les intellectuels, dans la vie? Ils ne peuvent pas se plaindre de leur service. Ils n'ont pas de service. Ils ne peuvent pas se plaindre des conditions de travail. Ils n'en ont pas. Ils sont extrêmement privilégiés. Et chacun repère bien que je parle un peu de la vie que j'ai eue. Bon. Extrêmement privilégiés dans le monde. Et qu'au fond, quand on rencontre des artistes, quand on rencontre ce type de débat, c'est qu'au fond, ça nous sort de l'ennui parce que ça nous oblige à tirer des conséquences de ce que d'autres champs amènent. Je ne peux pas me plaindre de ceci ou de cela. Ça, c'est les vies où vous n'êtes pas ennuyés par les directeurs, les patrons, tout ça. Tout ça vous vient d'une certaine façon, mais ensuite vous en faites des concepts pour les déconstruire, pour les attaquer, mais c'est vraiment une situation un peu de tour d'ivoire. Il y a les patients, mais d'autres choses. Et je crois que là, le dialogue, c'est quand vous insistez sur ce point, nous avons à apprendre. Donc je trouve que le terme de masterclass est vraiment très bien et que les intellectuels, au fond, il faut parler du trouble des hommes. Enfin, le trouble d'un intellectuel, c'est terrible. C'est l'ennui prodigieux. En plus, si c'est un obsessionnel, c'est redoublé par la structure. Donc évidemment, c'est presque un destin de devenir intellectuel quand on est un obsessionnel. Bon. Mais il n'en demeure pas moins que là, il y a vraiment un intérêt. Et je voudrais dire avant de passer la parole, c'est que souvent, dans les savoirs universitaires, et je les ai aimés, on considère, c'est pour ça qu'on a fait cette revue, c'est pour ça que parfois on dialogue, c'est pour ça même on a fait des débats avec Jean Bellorigny, etc., c'est que le savoir, il est du côté, disons, des intellectuels, des universitaires ou ici des analystes. Et c'est là où on renverse. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on renverse l'opération. C'est d'accepter que des artistes puissent non pas être l'objet d'études des autres qui auraient le savoir, mais que ça bouleverse le savoir que nous pensions être un savoir acquis. Dire que l'artiste précède l'analyste, c'est pas dire ensuite que l'analyste court après, que le savoir, le sien, est maintenu. C'est de dire que le savoir même qui est le nôtre peut être subverti par l'artiste et donc que l'artiste participe à l'élaboration même du savoir, ce qui, si vous prenez la phrase et vous l'appliquez à l'université, est impensable. On invite les artistes dans les départements universitaires, en quelque sorte parce que maintenant, ils ont des objets vivants. Mais si on inverse le mécanisme, on obtient ça. Par exemple, quand on lit Proust, ça change les conditions de la lecture même avant Proust. Quand on lit Rousseau, ça change la possibilité même de lire et on ne pleure plus après Rousseau comme avant. On ne pleurait pas beaucoup avant. C'est après qu'on pleure, après la Nouvelle Héloïse. Et je crois que ça, c'est un hommage qu'on, dans ce lieu-ci, on peut rendre aux artistes, aux écrivains, à ceux qui créent quelque chose, non pas pour en faire des objets, mais pour nous mettre à la question. Oui, parce que nous, comment vous dire, l'intelligence, c'est plutôt un obstacle. Et très souvent, les metteurs en scène qui font les intelligents face à la troupe, c'est généralement de l'impuissance. On peut faire une cascade de discours dramaturgiques extrêmement intelligents. Ça fait 18 mois qu'on lit, alors évidemment, on en sait un peu plus que le comédien ou la comédienne qui se pointe, ça c'est sûr. On peut faire des démonstrations. Mais l'intelligence, c'est même chez l'acteur et l'actrice. Je sais pas si Irina partagerait ça, mais l'intelligence, ça passe pas par là. Leur génie ne passe pas forcément par cette intelligence des concepts. Parce que nous, on est dans la représentation, on est dans l'artifice. Même si on a pensé à des choses intelligentes, après, il faut les traduire par un artifice, par du faux. Donc, ça nous remet à notre place. On n'est pas des intellectuels. Et ceux qui se placent seulement comme des intellectuels, non, parce que vous avez des pratiques. Mais par rapport aux universitaires, pour rejoindre ce que vous disiez, c'est une autre forme de recherche que nous avons. Et souvent, l'intelligence de l'acteur est presque un obstacle à trouver le chemin. Il faut quelquefois, je leur dis, mais arrêtez, fais-le, mais fais-le. Arrête de poser la question. C'est assez français. Hein. Mais vous aimez beaucoup
les travaux des intellectuels. Quand je Ah, vous ai ça, fait, quand je vous ai, oui, quand je vous ai donné le texte de Lacan sur Lewis Carroll, il vous a été utile. Oui, c'est difficile. Et Hein, vous avez mais voulu que dans la dernière revue que nous faisons, il y aura un texte de Louis Solano, un texte d'Irina. Elle s'appelle Cri-Cri. elle s'appelle Crier parce qu'écrit, crier. Donc, Et qui est tant qu'à magnifique, faire, qui est une ça revue en écrit. quadrichromie. Enfin, c'est une revue d'art Mais que met en scène Macha et que je m'occupe du texte. Eh bien, je vous ai cité une phrase de Lacan. Vous m'avez dit qu'il faut absolument qu'elle y soit. Et oui, donc, parce elle y qu'elle est. elle reste quand même pour moi toujours. Ça reste Énigmatique. toujours une C'est sur énigme parce que l'angoisse. Et pour faire bonne mesure, j'ai ajouté un commentaire de Jacques-Alain Miller. C'était un clin d'œil à notre monde et à ce lieu-là. je me disais énigme. De toute façon, Lewis Carroll est tellement énigmatique, un peu plus, un peu moins d'énigmes. Allez, allons-y. Ça faisait plaisir aux surréalistes. Mais non, la jouissance de comprendre un texte, évidemment, le plaisir littéraire quand on prépare une mise en scène, il existe. Mais après, il faut le dépasser, parce que si on fait la leçon aux acteurs en leur expliquant ce que veut dire le texte, c'est pas le théâtre. Non, non, c'est plein de pièges. Oui, je ne saurais pas expliquer, euh, mais c'est par rapport à l'intelligence pour interpréter. C'est vrai que j'ai l'impression que ça passe par d'autres canaux et que ça passe par faire le vide et que, en tout cas pour moi, c'est d'abord à travers les mots le corps qui parle et c'est le chemin inverse, c'est-à-dire que je comprends ce que j'ai fait après coup. Voilà. C'est tellement juste, et en plus, c'est, comment dire, je les envie tellement, les acteurs, d'en passer par là. Voilà. Quand ils jouent le soir, waouh, et que moi je suis en coulisses ou sur le côté. Mais vous Je me venez dis, à la fin déguisé parfois. oui, ça, c'est mon petit plaisir. Je leur fais une petite surprise. Ils Oui, se, oui, ils se- j'enfile. ils se demandent qui c'est parfois. Non, ça c'était dans la fuite de Dans la fuite. Bulgakov, parce que je leur faisais peur, parce que ça, évidemment, ça se passe dans les années 20 en Russie, donc c'est pas très marrant. Et donc j'arrivais un peu avec une vieille capote militaire, et donc forcément ça les faisait jamais au même endroit. Donc ils se retournaient, ils voyaient un spectre, ça leur faisait peur, mais ça allait bien avec le spectacle. Là, au contraire, je viens danser avec vous à la fin, oui. Et dans Les Femmes savantes, vous alliez à la messe. Oui, oui, j'allais à la cérémonie finale, oui. Et, Comme une vieille tante qui a été invitée au dernier moment pour faire un peu de monde. Ça arrive toujours, et dans ça. Lewis versus Alice, vous avez joué à Une Avignon. souris, je faisais la Vous souris. faisiez une souris avec un magnifique. Oui, je faisais la souris, voilà. j'aimais bien faire la souris. Oui. Il fallait pas bouger. Oui, et j'aime beaucoup c'est vrai que j'aime beaucoup cet humour-là, oui, d'arriver. Oui, quand il descend de l'autobus, et oui, c'est très juste. C'est un personnage très drôle. Donc Macha, Nabi, Hitchcock. Oui, on n'a pas le... Oui, il faut s'amuser. Non, parce que là, comment on peut demander à des acteurs de jouer une grande comédie si nous-mêmes, on a déjà tellement de soucis, je vous assure. Trouver les productions. Parce que ça, on ne parle jamais de ça chez les artistes. Oui, ça coûte cher. Ça coûte cher de monter Paris si vous spectacle. saviez ce qu'on peut ramer avant, après, il y a la critique. Après, je veux dire, c'est pas un chemin de rose tout le temps. Alors, au moins, on fait plaisir au public, ça, c'est l'absolu bonheur. Mais entre nous, on s'amuse. Sinon, si on n'a pas ça, je veux dire, ça serait même un contresens dans notre métier, enfin, si on n'a pas la jubilation, vraiment. C'est ça le rôle de... Micro. Il y a peut-être des remarques. Alors la pièce, vous le savez, je vous ai confidentiellement donné le lien et ça passe sur FR3, vous m'avez dit la date. Bientôt ça passe sur FR3 à 1 heure de grande écoute comme l'on dit.
puisque ça a C'est été fait. réalisé par un jeune réalisateur qui fait vraiment mieux qu'une captation. Enfin, c'est vraiment son point de vue. Et je trouve très important qu'on filme les spectacles parce que ça laisse des traces du paysage. Voilà, il y en a qui sont contre, hein, ils ont le droit, s'ils ne veulent pas qu'on filme le spectacle. Généralement, c'est ceux à qui on ne le propose pas qui sont contre. Mais moi, je trouve très important de pouvoir être vu par quelqu'un qui habite très loin, qui ne peut pas aller au théâtre ou pour telle ou telle raison. Voilà, et je trouve que c'est très important que ça se faufile dans les maisons. Mais c'est l'heure d'un jeu avec public, c'est ça? Je me rappelle, j'avais vu les caméras. Je dirais le public dans la salle quand c'est Oui, en capté. général, ils viennent filmer, ils prennent au moins 2 ou 3 soirs. On travaille sur le découpage, c'est un vrai travail, la captation est un vrai travail, un vrai point de vue, avec des gens très talentueux. Et voilà, et moi je respecte beaucoup ce qu'ils font. Ça a été fait à la cuillère. Oui, c'est une Oui, représentation avec lui. celui-là, oui. Avec des Quelquefois, camions quelquefois en immenses. tournée, quelquefois c'est dans les. Tout dépend eux aussi, trouver des productions pour la télévision. Maintenant, c'est de plus en plus difficile pour le théâtre. Arte, par exemple, ne filme plus de théâtre. Moi, j'ai eu la chance d'être filmée par Arte pour Lewis versus Alice au Festival d'Avignon. C'était le seul spectacle qu'Arte filmait de tout le festival. Et qui était projeté pendant le festival, je crois bien. Oui, c'est Oui. possible, avant la fin du festival. Oui, avant la fin du festival. Suzanne? Oui, moi je fais de la psychanalyse et je fais aussi de la comédie. Je joue aussi au théâtre. Et je trouve que le fait de jouer est très lié à être ou faire le psychanalyste. Éric Laurent a écrit l'analyste doit incarner l'objet. C'est exactement cette incarnation. Ça permet aussi d'incarner la psychanalyste comme un incarneur. Avant de jouer, je trouve il faut l'essentiel, il faut absolument pas être intelligent, mais metteuse en scène. Suzanne, arrête d'être intelligent. Mais il faut, avant d'aller en scène, il faut vraiment se vider, mettre dans l'état de pouvoir incarner. C'est un état, et surtout vider si on est très enfant, présent, c'est moins bien. Il faut être dans un état. Oui, moi je dis. Incarner une dame, incarner le psychanalyste, c'est un peu le même devoir. Pour moi, c'est la même fonction. Oui, moi je dis souvent que une partie de mon travail, c'est de préparer les conditions de l'aveu. C'est-à-dire qu'évidemment qu'un acteur ou une actrice peut très bien interpréter un personnage. On va dire, ah oui, c'est bien, hein, impeccable, ouais, ça se tient. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est quand la personne qui est derrière l'acteur et l'actrice passe aux aveux. Et c'est souvent à son insu. Et moi, je suis là pour préparer avec des objets, des couleurs, la scénographie, un siège où on est plus ou moins bien assis, qui va les pousser à un aveu, c'est-à-dire aller un peu plus loin que l'exercice de leur métier, c'est-à-dire un peu de soi-même, de ce presque soi, et qui est le jeu au théâtre. Voilà. Et voilà. C'est pour ça que je suis absolument d'accord avec vous, madame, il faut aller jusqu'à l'aveu. Sinon, on a de bons acteurs, mais ça m'intéresse moins. Mais puisqu'on est qu'entre nous, ça doit être le lieu ou votre présence à toutes les deux qui me font ajouter ceci. Une fois, j'ai dit en public devant quelques-uns dont vous étiez, et ça va rejoindre l'idée de l'incarnation et d'être l'objectita. Je vous ai dit, j'espère qu'un jour, Macha, je pourrai jouer dans une de vos pièces, et j'ai précisé, je me verrais bien faire une vieille malle. Ça a eu un certain succès auprès de mon équipe, parce que vous avez dit ça devant toute l'équipe. Moi, évidemment, ça a fait un certain effet, mais
J'ai lu un mélange de désarroi et de rire parmi eux et parmi elles. C'était assez Par drôle. rapport à l'incarnation. C'est vrai qu'il y a souvent un de vieux dévoilement. objets dans mes Il y a de vieux mise en scène. objets sur votre scène que vous ramassez. Mais l'idée vous- du mal dans la bouche d'un psychanalyste, évidemment, ça les a fait beaucoup rire. Une autre remarque? Allez, ne soyez pas timide. Oui. Oui, bonsoir. Vous disiez au début de votre propos à propos du choix de la pièce, le choix de trouver dans les femmes, dans ce que les femmes tenaient comme propos dans cette pièce-là. Or, ce que je trouvais intéressant dans votre mise en scène, c'est que le féminin, ça se voit clairement comment ça vient questionner la feuille de route de Tartuffe, aussi bien que la position qu'Orgon prend par rapport à lui, dans toutes les versions des femmes. Dorine, c'est celle qui est la plus entraînante dans ça, mais Elmire aussi, et même Marianne, quand elle donne ses arguments à son père et à son fiancé, de pourquoi, s'il se marierait ou pourquoi pas, et tout ça. Et sous la forme de la mascarade, parce que chacune joue de cette mascarade dans un monde où elles ne peuvent pas s'exprimer. Et que d'une certaine façon, je me demandais si ce n'est pas non plus la même position de Molière face au régime. Parce que dans la pièce, alors que la pièce était interdite sous la pression que le roi avait de cette secte, à la fin de la pièce, l'annonce, c'est le roi dans sa magnanimité vient résoudre la question, et c'était comme une sorte de mascarade pour rattraper l'interdiction qu'avait eu la pièce. Oui, et la fin, c'est le triomphe du théâtre, c'est la fin, comme on disait, idéale au XVIIe siècle, c'est-à-dire que voilà, elle est comme provoquée, elle est dessinée, on conclut les choses, mais en même temps, le prince. Alors là, je trouve que c'est très. J'irais du côté de Bulgakov, qui était fasciné par Molière, qu'il connaissait peut-être mieux que nous, et qui était fasciné par la relation entre l'artiste et le pouvoir. Alors lui, le pauvre, il est tombé sur Staline, donc c'était plus compliqué, hein. Mais néanmoins, il lui écrit assez souvent, et quelque chose le fascine, comme il pense que quand même Louis XIV a protégé Molière, Staline doit pouvoir, il est là pour l'éclairer. Donc il y a quelque chose sur là. Après, sur le féminin, j'aime beaucoup ce que vous avez dit, parce que je pense que le féminin dans Tartuffe est un révélateur et qu'il y a une contamination. Orgon devient féminin. Tartuffe l'est de fait, il est totalement ambivalent, il est masculin et féminin. Et ce féminin qui glisse partout, bien sûr entre les femmes aussi, mais qui contamine tout, joue comme un révélateur aussi, et un révélateur de l'âme de chacun, et du coup, une âme, est-ce qu'elle est féminine, masculine, peu importe. Voilà. Bien, donc je vous propose, il est 23 heures d'en rester là, donc je remercie beaucoup et vivement Masha Makeyev Merci à vous, merci à vous avec tous. nous. Je remercie 1000 fois Estella d'avoir accepté de dialoguer. Je vous remercie d'avoir été là. Et je vous précise qu'à la rentrée, on sort avec Masha Makeyev des commentaires sur Tartuffe qui ont la particularité que tous les vers de Molière de la pièce seront repris dans le livre et commentés. Donc ils seront écrits en rouge pour qu'on les isole, et il y aura un commentaire qui montre le travail. Je crois qu'on a actuellement 280 pages, mais on va réduire ça pour lui donner un aspect plus dynamique. Et à propos de ça fait le lien entre notre école et votre travail.
j'ai publié à la demande de Christiane Alberti un article dans Ornikar sur Tartuffe, sur Bulgakov et Staline, justement. Et il se trouve que cet article est un peu long dans le truc. Vous l'avez lu, et il se trouve avec une mise en scène sonore faite par Sébastien Trouvé, et vous la trouvez sur le site vous trouvez cette mise en scène sur le site de la Criée, et vous entendrez donc la voix de Masha Makeyev disant cette affaire de Staline et de Bulgakov. Voilà, à bientôt.